Bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur un paradoxe qui est vraiment au cœur de l'intelligence artificielle. L'autre jour, je préparais un dîner et j'ai demandé à une IA une recette un peu sympa de risotto. Et elle m'a sorti une procédure magnifique, très bien écrite, très très convaincante. Sauf qu'elle m'a dit de mettre les champignons, crus, directement dans le riz, à la toute fin de la cuisson. Ah non! N'importe qui ayant déjà cuisiné une fois sait que c'est une hérésie. On se retrouve avec des éponges. Des éponges caoutchouteuses, oui. Mais l'IA, elle l'a affirmé avec l'assurance d'un chef 3 étoiles. Et c'est exactement ça, le sujet des documents qu'on analyse aujourd'hui. C'est ce phénomène qu'on appelle l'hallucination. Exactement. Cette capacité déconcertante qu'a l'IA, non seulement de se tromper, mais d'inventer des faits avec un aplomb total. C'est un exemple parfait, vraiment. Parce qu'il illustre une chose fondamentale que les textes qu'on a sous les yeux martèlent, ce n'est pas un bug. C'est pas un bug. Non. On a tendance à penser que c'est une petite erreur dans le code qui sera bientôt corrigée. Mais c'est bien plus profond que ça. C'est une caractéristique intrinsèque de la façon dont ces modèles sont construits. Un grand modèle de langage, ce n'est pas une base de données de la vérité. C'est un moteur de probabilité. D'accord. Sa mission première n'est pas de dire ce qui est vrai, mais de prédire le mot suivant le plus plausible dans une phrase. L'objectif, c'est de construire une réponse qui ait l'air cohérente, utile et surtout convaincante. Elle est programmée pour plaire, en fait. Voilà. Pour être un assistant parfait. Et un assistant parfait, il ne dit jamais « je ne sais pas ». Alors, pour combler un vide dans ses connaissances, elle ne s'arrête pas. Elle va générer l'information la plus probable. Elle va inventer. Elle va donc nous servir des champignons crus avec un grand sourire. C'est ça. Et c'est là que se situe toute la tension. On a un outil surpuissant, mais qui nous présente une sorte de miroir déformant de la réalité. La mission qu'on se donne aujourd'hui, en s'appuyant sur cette analyse, c'est de comprendre comment on peut naviguer là-dedans. Si même les machines bluffent, comment on distingue le vrai du faux. Et la piste qui est explorée est fascinante parce qu'elle ne se trouve pas dans la technologie, elle se trouve en nous. C'est ça qui est intéressant. Il semblerait que notre meilleur atout soit la seule chose que l'algorithme ne peut pas simuler, l'expérience vécue, la nôtre. On va donc voir ensemble ce que halluciner veut dire pour une IA, les risques très concrets que ça représente, et comment notre propre vécu devient, paradoxalement, la nouvelle norme de référence. Bon, alors, plongeons dans ces risques, parce qu'ils dépassent de loin l'anecdote culinaire. Ah oui, largement. L'analyse qu'on étudie donne des exemples qui font froid dans le dos. Le plus célèbre, c'est celui de cet avocat aux États-Unis. Ah oui, l'affaire des jurisprudences inventées? C'est ça. Il a utilisé une IA pour sa recherche juridique. L'IA lui a fourni une liste de cas passés qui appuyait son argumentation avec des numéros de dossier, des noms de juges. Tout semblait parfait. Tout. La présentation était impeccable. Sauf que, face au tribunal, on s'est rendu compte que 6 de ces cas avaient été entièrement inventés. Il n'avait jamais existé. Jamais. Du début à la fin. Et les conséquences ont été désastreuses. L'avocat a non seulement perdu son cas, mais il a fait face à des sanctions professionnelles et à une humiliation publique. Ce qui est crucial de comprendre ici, c'est vraiment l'impact sur la crédibilité. Un autre exemple cité, c'est celui d'une IA qui génère des études scientifiques fictives pour appuyer un article de blog sur la santé. Ça, c'est terrible. Pour un créateur de contenu, un expert ou une entreprise, publier une seule de ces hallucinations sans la vérifier peut anéantir des années de confiance. L'analyse utilise un terme très fort pour décrire ça, on devient du bruit. Du bruit. Du bruit, on n'est plus classé comme une source fiable qui a fait une erreur, non. On est reclassé par Google, mais aussi par notre audience, dans la grande masse informe du contenu non fiable. C'est une sorte de mort numérique. C'est terrifiant, cette idée. Être reclassé comme du bruit. Ça montre bien que des plateformes comme Google sont en pleine crise de confiance, elles aussi. Ah mais complètement. Leur modèle économique entier repose sur leur capacité à trier l'information pertinente du chaos. Si tout le web est inondé de contenus plausibles mais faux, Généré à coût zéro en plus. voilà, leur outil perd toute sa valeur. C'est pour ça qu'ils ont dû réagir aussi fort. C'est exactement le cœur de l'argument. La montée de l'IA générative n'est pas juste un gadget, c'est une menace existentielle pour l'écosystème de l'information. Et la réponse de Google, mise en lumière dans ces documents, c'est une petite révolution silencieuse. Pendant des années, leurs critères de qualité étaient résumés par l'acronyme EAT. EAT, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Exactement. Expertise, autorité, fiabilité. Et récemment, ils ont ajouté une lettre, une seule, mais elle change tout. C'est devenu
EEAT. EEAT. Le premier E signifie expérience, l'expérience vécue. Une seule lettre, mais elle place l'expérience au tout premier plan, avant même l'expertise. C'est un changement de philosophie énorme, non? C'est un changement de paradigme. Et pourquoi? Parce que l'expérience, l'autorité, la fiabilité, une IA très avancée peut les simuler. Oui, elle peut tout lire. Elle peut lire tous les manuels, toutes les encyclopédies, et synthétiser une expertise qui semble immense. Mais l'expérience, ça c'est autre chose. Les textes le formulent très bien. L'IA n'a pas de corps, elle n'a pas de main, elle n'a jamais passé des heures sous un soleil brûlant, installé un panneau solaire pour se rendre compte au dernier moment que la notice était fausse. Et qu'il fallait improviser une solution avec les moyens du bord. Voilà. Elle n'a jamais eu à gérer la panique d'une crise de com' en pleine nuit en devant répondre à des journalistes. Et ça me fait penser aussi à l'intuition. Tu sais, ce sentiment, après des années de pratique, que quelque chose cloche, même si toutes les données semblent correctes. Oui, tout à fait. Un médecin qui sent que le diagnostic standard ne colle pas. Un musicien qui sait qu'une note est juste, mais qu'elle sonne faux émotionnellement. C'est aussi une forme d'expérience que l'IA ne peut pas comprendre. Précisément. Ce n'est pas juste de la donnée, c'est du ressenti accumulé. Et donc, l'algorithme de Google est maintenant activement à la recherche de signaux qui prouvent cette expérience de terrain. L'analyse en liste plusieurs qui sont très concrets. Par exemple, D'abord, des preuves visuelles, des photos, des vidéos originales prises sur le vif qui montrent le processus réel, avec son désordre, ses imperfections. pas les images de stock parfaites que peut générer une IA. Surtout pas. Ensuite, des données propriétaires, des études de cas avec des chiffres précis qui appartiennent à l'entreprise, des données qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et enfin, le plus important, je pense, le récit. Des témoignages à la première personne qui ne se contentent pas de décrire une méthode, mais qui racontent une histoire. Une histoire. Une histoire qui inclut les obstacles, les doutes, les moments où tout a failli rater et comment, concrètement, on s'en est sorti. C'est fascinant parce que ça veut dire que ce qu'on considérait parfois comme des détails anecdotiques devient la preuve principale de notre valeur. Le storytelling n'est plus juste une technique de com'. Non, ça devient un signal de confiance pour les algorithmes. Et ça nous amène à la phrase la plus percutante de l'un des articles. Laquelle? Notre vécu est la seule chose que l'IA ne peut pas scraper. Scraper. Oui, le scrapping, c'est ce processus où les robots parcourent le web pour aspirer toutes les données. Ils peuvent tout prendre, les textes, les images, mais ils ne peuvent pas aspirer l'hésitation avant une décision difficile, la frustration face à un outil qui casse, ou la satisfaction d'un problème résolu après une nuit blanche. Cette expérience, elle devient un contenu inimitable. C'est notre avantage compétitif. D'accord. Le diagnostic est clair, la réponse de Google aussi, mais concrètement, pour la personne qui nous écoute, un expert, un entrepreneur, comment on fait pour prouver cette expérience? Comment on la documente pour qu'elle soit reconnue? L'analyse propose des stratégies, et j'avoue qu'elles sont assez surprenantes. C'est là qu'on touche au cœur du changement de mentalité. La première stratégie proposée est, à première vue, complètement contre-intuitive. Il s'agit de partager ses échecs. Attends, là je tique un peu. Partager ses échecs. Dans un monde professionnel où tout le monde essaye de projeter une image de succès sans faille, c'est pas un risque énorme? C'est une excellente question. On ne passe pas pour un incompétent plutôt que pour quelqu'un d'authentique. C'est une belle idée, mais est-ce que ça marche? C'est le principal obstacle mental, c'est certain. Mais l'argument est le suivant. L'IA, par nature, elle tend vers la perfection lisse. Elle va générer la procédure parfaite, la réponse optimale. Elle n'a pas le droit à l'erreur. L'humain, si. D'accord. Et c'est en montrant cette faille qu'on prouve son humanité. L'analyse soutient qu'un expert qui explique non seulement comment réussir, mais aussi pourquoi une autre méthode a échoué, quelles leçons il en a tirées, quel chemin il a exploré en vain, cet expert-là, il possède infiniment plus d'autorité, le fameux E2AT, qu'une machine qui récite une théorie parfaite et désincarnée. Donc l'échec n'est plus une honte. C'est une preuve d'expérimentation. C'est la cicatrice qui prouve qu'on s'est battu sur le terrain. Ça montre qu'on a pris des risques. Vu comme ça change tout. L'échec devient une donnée, une information de valeur. Ce n'est plus une faiblesse, c'est une preuve. Ok, j'achète. Et la deuxième stratégie? Tout aussi subtil, l'auteur l'appelle le détail inutile, donc indispensable. Le détail inutile, donc indispensable. J'aime bien.
Le concept est brillant. Il s'agit d'intégrer dans nos récits ces petits détails granulaires, souvent sensoriels, qui n'apportent a priori rien à la logique, mais qui prouvent qu'on a vraiment vécu la situation. Donne-moi un exemple. Un détail inutile. Alors, l'article en donne de très bons. Imagine un ingénieur qui décrit la réparation d'une machine. La version IA décrira les étapes 1, 2, 3 de manière clinique. La version humaine ajoutera peut-être. Et il y a cette petite vis, la troisième en partant de la gauche, qui est toujours trop serrée. Ah oui, je vois très bien. Il faut utiliser une clé Allen de 4 mm, mais en la tenant avec un angle de 30 degrés, sinon on abîme le pas de vis. On la reconnaît à la petite rayure sur sa tête. Ce détail sur l'angle de la clé, il est inutile pour comprendre la procédure, mais s'il est impossible à inventer. Ou ce nœud à l'estomac pendant une négociation quand on sent que l'autre est sur le point de rompre. Ça, ce n'est pas dans les données que l'IA peut scraper. C'est ça. L'analyse les appelle les filigranes d'humanité. Joli, ces filigranes d'humanité. Exactement. Et ils sont la clé, car ils sont impossibles à simuler de manière crédible. Une IA peut décrire une négociation en se basant sur des milliers de scénarios, mais elle ne peut pas ressentir la tension. Elle peut décrire un atelier, mais elle ne peut pas en sentir l'odeur. Ces détails, en apparence superflus, sont la preuve d'une présence réelle. C'est la différence entre posséder la carte du monde et avoir réellement marché sur le territoire. L'IA nous donne la carte. L'humain nous raconte la boue sur ses chaussures. C'est exactement ça. Quand on y pense, le chemin qu'on a parcouru est assez fou. On est parti d'un problème très technique, une faille dans l'IA, et on arrive à une solution qui n'est pas du tout technologique. Non, pas du tout. La solution, c'est pas de construire une IA encore plus puissante pour vérifier la première. La solution, c'est de se retourner vers nous-mêmes et de réapprendre à valoriser et à raconter ce qui est le plus humain en nous. C'est une redéfinition complète de notre rôle. Le message final de ces analyses est très clair. Notre but ne peut plus être de rivaliser avec la machine sur le terrain de la vitesse ou de la mémoire. C'est une bataille qui est déjà perdue. On ne peut pas gagner. Non. Notre nouveau rôle, c'est de rivaliser sur le terrain de l'authenticité. Il s'agit de devenir ce que l'un des textes appelle des dépositaires de la confiance. Des dépositaires de la confiance. Des personnes qui ne se contentent plus de régurgiter de l'information, mais qui rapportent la réalité du terrain avec toutes ses nuances, ses contradictions, ses échecs. Dans ce nouveau monde, l'expérience vécue, ce n'est pas juste un bonus sur un CV, ça devient notre principal atout stratégique. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure conclusion que cette phrase, tirée d'un des articles, qui résume tout. Elle dit « Ne cherchons pas à être aussi rapides que la machine, cherchons à être aussi réels qu'elle ne pourra jamais l'être. » C'est un changement total de perspective. C'est arrêter la course à la productivité et commencer à creuser plus profond. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Ces documents suggèrent que les détails inutiles, les imperfections sont les nouvelles preuves de notre humanité. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si, dans le futur, la confiance se mesurera moins à la perfection d'une information qu'à la richesse et à l'honnêteté de ces imperfections humaines. Est-ce que la faille, finalement, deviendra la signature la plus recherchée ? C'est la question.